Voilà, donc cette deuxième partie est consacrée au psychotraumatisme et au tabagisme. Alors, euh, donc cette partie fait écho en fait à de très nombreux travaux cliniques, mais aussi épidémiologiques, qui tentent à montrer que le lien entre le psychotrauma et le tabagisme peut être extrêmement élevé. Il conviendrait alors de comprendre comment ce lien se perpétue, comment ce lien s'est créé. Alors, les messages, je dirais, principaux de cette partie sont les suivants. La complexité entre liant l'expérience traumatique et l'expérience tabagique est très élevée et la concomitance entre le risque tabagique et l'expérience traumatique, certes clairement identifiée, laisse à penser, je dirais qu'il pourrait y avoir un lien direct. Or, on voit en vérité que le lien est beaucoup plus complexe, multimédiateur qu'il n'y paraît. Néanmoins, ce que l'on connaît de l'expérience, de l'impact de l'expérience traumatique, c'est qu'elle favorise l'émergence d'affects négatifs qui sont durables et aussi elle stimule l'expression des tendances dissociatives. Donc le trauma stimule l'expression d'une tendance dissociative. Alors à l'instar d'autres comportements addictifs, le tabagisme est à nouveau et évidemment encore plus dans les cas de psychotraumatisme peut être considéré comme un instrument de régulation émotionnelle. Je rajouterai que le tabagisme sévère est lui-même déterminé par des actions routinières. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, le traumatisme engendre toute une série de modifications sur le plan du fonctionnement de la personne qui favorisent l'expression des activités routinières. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. Les activités routinières étant des activités qui engagent peu de ressources subjectives, ce qui soutient une dimension qu'on appelle dissociative, c'est-à-dire que, de manière générale, les personnes qui s'engagent dans des activités hautement automatisées sont possiblement ceux qui retrouvent une forme de gestion, de dissociation, si vous voulez, de leur rapport à eux-mêmes. En effet, lorsque vous êtes en mode automatique, vous avez assez peu de ressenti personnel, proprioceptif. Vous avez peu de ressenti sur votre état à vous. Vous êtes dans un état, si vous voulez, qui est un peu, presque pratiquement un état de désubjectivation d'un certain point de vue. Et la proposition, la thèse qui est défendue dans ce travail, dans cette présentation, c'est que cet état de désubjectivation, s'exprime particulièrement chez des personnes qui ont utilisé cet état de désubjectivation pour lutter contre des psychotraumas. Voilà. Et que donc le tabac vient comme une réponse de l'ordre de la dissociation, ou en tout cas de l'ordre de la désubjectivation, chez des personnes qui ont utilisé, sans le savoir, à leur insu, cette stratégie pour lutter contre des processus déstabilisants tels que les psychotraumas. En effet, les associations aussi simplifiées que le trauma infantile et la négligence infantile peut donner lieu à des comportements addictifs, ce que l'on retrouve dans les études épidémiologiques, il n'y a pas de doute là-dessus, telles que une grosse review, méta-analyse, donc une analyse quantitative, si vous voulez, du lien entre la négligence émotionnelle et le risque addictif, indique de toute évidence une association avec un risque multiplié par 2 de présenter une addiction lorsqu'on a été victime d'abus physiques, par 1,41 lorsque le traumatisme est de nature émotionnelle, grosso modo entre 1,5 et 2. Donc, ça a été... on peut évaluer, si vous voulez, ce risque traumatique par des questionnaires, comme par exemple Adverse Childhood Experience Questionnaire, par exemple, avec des questions relativement directes, comme par exemple un adulte ou une personne d'au moins 5 ans plus âgée que vous
Vous a-t-il touché, caressé une partie du corps entièrement, sexuellement, etc., pendant une certaine période, etc. Ça, c'est pour la question du trauma strictement de nature sexuelle. Et puis, vous avez des traumas qui fonctionnent par négligence, comme mère ou belle-mère, souvent poussée, empoignée, giflée, enfin, toutes ces choses. Et donc, le lien dont je vous parle est un lien qui atteste directement. Donc, on a deux variables, si vous voulez. Une variable qui est une variable quantitative de sévérité de la quantité d'abus et la quantité de négligence dans l'enfance, et puis une autre variable qui est le comportement addictif. Et l'on essaye d'associer les deux, et cette association est en moyenne 2 fois supérieure chez les personnes qui ont des résultats élevés d'une histoire de négligence émotionnelle ou d'une histoire d'abus sexuels. Mais mieux encore, une étude intéressante indique une relation directe, si vous voulez, quasi linéaire, donc ça forme une droite, si vous regardez, ça forme vraiment une droite, quasi linéaire entre la sévérité des expériences infantiles défavorables et la sévérité de manière générale de la psychopathologie. Toute psychopathologie confondue. Dès lors, on peut tenter de comprendre le lien primordial, si vous voulez, le lien primaire, donc ce qu'on appelle le lien direct, en fait, entre le trauma infantile et le comportement addictif, par le fait de se demander si ce qui impacte ce lien n'est pas la quantité d'affects et d'émotions négatives engendrées par le trauma infantile. Et dès lors, des études ont fait ce type de travaux. Vous avez là, par exemple, des études qu'on appelle, en l'occurrence ici, ce sont des études qu'on appelle de médiation, modération. Et c'est des études qui ont tenté de montrer qui ont montré qu'il y a un lien totalement indirect, en fait, entre le taux de négligence et d'abus sexuels rapportés avant l'âge de 12 ans, donc chez les futurs fumeurs âgés de 16 ans, et l'intensité des signes de dépression et d'anxiété. Alors, je vous montre ça, c'est pas tant pour que vous fassiez un travail de recherche de ce type, mais c'est pour vous montrer qu'une association, le tabagisme, dans certains cas, peut être lié à des expériences infantiles précoces, bien sûr, mais aussi que ces expériences infantiles précoces peuvent être liées à des symptômes psychopathologiques d'autre nature que les symptômes psychopathologiques liés au tabagisme. Et donc, la prise en charge du tabagisme, en réalité, est nécessairement multidimensionnelle et multifactorielle, et ce n'est pas quelque chose d'aisé à réaliser. Mais allons un peu plus loin. Certes, la capacité qu'a un trauma, entre guillemets, à déclencher des années plus tard un risque, à représenter un risque addictif des années plus tard par la personne ayant subi cela, est liée à une perturbation de l'humeur considérable, mais aussi liée aux capacités de régulation émotionnelle. Oui, ça c'est intéressant, parce que du coup ce lien n'est plus totalement inéluctable. Et donc vous avez ici une relation qu'on appelle une relation de modération. Ça veut dire que les personnes qui parviennent néanmoins à réguler en partie leurs émotions, trouver des stratégies pour les apaiser, et toute une série de choses, à réévaluer différentes situations, etc., parviennent à affaiblir, si vous voulez, cette association entre le trauma infantile. Ça, c'est très intéressant sur le plan purement clinique, évidemment. Qu'entend-on par régulation des émotions ? En fait, toute une série de choses, en vérité. La capacité à identifier son affect, ce qui n'est pas si simple, à identifier l'état de ses émotions, l'état de son ressenti, à choisir, sélectionner, si vous voulez, une stratégie pour tenter d'y répondre, aussi à implémenter, c'est-à-dire à réaliser ce choix pour réduire les affects. Et donc là, on trouve là des ouvertures, si vous voulez, théoriques assez intéressantes, notamment pour la question de la clinique, de savoir si finalement on peut affaiblir le lien entre les émotions négatives et le comportement tabagique
par le fait d'améliorer les capacités d'identification des émotions ou d'améliorer la capacité à sélectionner, donc d'augmenter le répertoire de réponses possibles pour diminuer ces émotions, une fois identifiées, hein, c'est la base. La manière aussi dont ces stratégies sont réellement implémentées, l'impact qu'elles ont sur la quantité d'émotions ressenties, des choses comme ça. Donc là, on rentre plus dans des questions cliniques. Vous voyez, petit à petit, on progresse dans la complexité. Comme, comme exemple de stratégie d'émotion, donc on a bien sûr cette phrase de Spinoza, donc tout à fait brillante, qui consiste à dire qu'en fait un sentiment ne peut être contrarié ou supprimé que par un sentiment plus fort que le sentiment à contrarier. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que ça touche de manière générale. Donc, qu'est-ce que la régulation émotionnelle? Ça tord le cou, et nous le savons maintenant depuis Spinoza, hein, parce que bon, il s'est passé quelques siècles, mais nous savons depuis Spinoza que il est beaucoup moins efficace de réévaluer la situation dans son ensemble et de ce qui permet de déclencher des émotions d'une autre nature que les émotions qui ont été primairement déclenchées par la situation telle qu'elle était vécue, de manière à supprimer, de manière à ce que le type d'émotion déclenchée par ce phénomène qu'on appelle reappraisal ou réévaluation de la situation soit au total plus fort, si vous voulez, et un bilan net négatif très favorable, c'est-à-dire plus fort que l'information A supprimée, ce qui permet alors une bonne régulation émotionnelle. Vous avez toute une série de modèles de régulation émotionnelle. Mais c'est très intéressant, si vous voulez, de venir mettre ce modèle de régulation émotionnelle à l'intérieur d'un modèle plus général qui associe le psychotrauma avec la conduite tabagique. Donc on trouve toute une série d'indications précisément chez les personnes qui souffrent d'addiction qui témoignent d'un manque de capacité notamment à identifier les émotions. Alors ça se rapproche assez bien du concept d'alexithymie, pour ceux qui connaissent, qui est un concept par lequel qui renvoie à la notion que certaines personnes seraient particulièrement entravées dans leur capacité à identifier correctement leurs émotions, à communiquer ces émotions à autrui, et de manière plus générale à naviguer avec aisance dans l'imaginaire et dans la vie subjective. C'est une information très utile parce que, si vous voulez, c'est un peu la porte d'entrée des capacités de régulation émotionnelle, cela. Et donc, de nombreuses questions peuvent être posées sur un plan clinique, et j'imagine que les cliniciens qui travailleront dans le domaine des addictions et qui travaillent dans le domaine du tabac, par exemple, de l'arrêt tabagique, se la poseront, de savoir dans quelle mesure est-ce que je pourrais intervenir pour rehausser les capacités d'identification des émotions de mes patients. Se pose ensuite la question du répertoire stratégique, donc de quel répertoire l'individu dispose-t-il pour gérer les difficultés qu'il a perçues correctement. Et là encore, sur un plan purement clinique, ça a du sens, bien sûr, d'accroître ce répertoire, de l'augmenter en quantité et en qualité. On a trouvé, alors c'est une information que je vous communique, mais qui renvoie plus à des cours de psychopathologie cognitive et expérimentale, donc des questions approfondies, mais on a trouvé que des faiblesses du fonctionnement exécutif, c'est-à-dire des capacités mentales qui permettent à l'individu de s'adapter à une situation de nouveauté pour laquelle les routines surapprises ne suffisent pas, eh bien, les difficultés exécutives, donc l'entraînement des difficultés exécutives, pourrait être utile, notamment pour accroître les capacités des participants à trouver des stratégies alternatives et à les réaliser. Donc, série d'études ont indiqué que le rehaussement cognitif des fonctions exécutives telle qu'elle peut être atteinte par l'entraînement cognitif ou par la stimulation cérébrale, pourrait agir à ce niveau-là sur les capacités des personnes à mieux utiliser leurs ressources mentales une fois qu'ils ont identifié leurs difficultés d'humeur
pour réduire les affects négatifs. Après, il y a la question de l'implémentation, c'est-à-dire la manière dont la personne va réussir à, après avoir sélectionné une stratégie alternative de la consommation de tabac, remplacer le tabac par la stratégie alternative, ce qui suppose un certain niveau d'inhibition ou de suppression, si vous voulez, et ce qui suppose d'être suffisamment doté en ressources mentales pour y parvenir. Voyez. Donc là encore, on est sur des processus de nature différente. Alors on connaît quand même beaucoup de choses sur l'influence des facteurs cognitifs sur la régulation émotionnelle, hein, parce qu'en fait ce que ce schéma montre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étapes qui impliquent le fonctionnement cognitif dans la capacité à réguler une émotion. Et ce lien entre cognition et émotion peut être parfois contesté par certains, trouvant que les émotions, le règne des émotions n'est pas le règne des cognitions, le règne des émotions n'est pas le règne des pensées. Or, de très nombreuses études ont indiqué que les associations entre les émotions et les cognitions sont très proches, en vérité, sont très fortes. Alors, dans cette étude, par exemple, que je porte à votre attention, il s'agissait de visionner des films qui contenaient des scènes qui déclenchaient des émotions fortes, telles que, voilà, ce que vous voyez là, l'image que vous voyez là, où une personne sur le point de se faire tuer, en fait, sous les yeux d'autrui, avec des éléments de colère, des éléments de tristesse, enfin, des éléments de différentes choses. Facile de s'identifier au personnage et de se dire que, évidemment, c'est relativement peu agréable comme photo. Ce n'est pas une photo très alléchante, on peut dire. Et on demandait aux personnes de regarder cela, soit de manière très passive, donc de regarder ça sans établir de stratégie, si vous voulez, d'aucune manière, ou bien, au contraire, de regarder cela en ayant un but suppressif, c'est-à-dire de s'empêcher de montrer leurs émotions, ou bien de regarder cela en laissant venir toutes les émotions ressenties. Ça veut dire en ne s'empêchant rien. Vraiment, en se disant, mais dans le fond, je ressens quoi? Vous voyez, en allant vraiment très très fort, très très loin dans ce système. Vous avez ici une personne s'immolant par le feu. Même chose. Et puis vous avez des images beaucoup plus agréables. Avec la même consigne. Alors il y a toute une série de mesures en fait qui ont été faites durant ce travail. En l'occurrence le rythme cardiaque, l'expression faciale, donc il y a des logiciels qui permettent de savoir exactement le type d'émotion, etc. que les gens ressentent. Et de manière générale, le résultat principal, c'est qu'en fait les capacités neuropsychologiques, donc par exemple la flexibilité mentale ou la mémoire de travail, etc., eh bien, prédit directement la manière dont les personnes sont capables de se réguler. Donc, ce que l'on montre en fait, grosso modo, c'est que le fait de regarder donc la posture, la caractéristique de gestion émotionnelle, l'instruction de gérer émotionnellement les choses d'une manière ou d'une autre impacte sur le degré d'émotions ressenties. Donc on ressent beaucoup moins d'émotions, par exemple, du dégoût, par exemple en situation où on tente vraiment de réduire l'impact émotionnel de ce qu'on est en train de regarder, par rapport à une situation où on est en train de regarder sans mettre en place de stratégie particulière. Eh bien, cette capacité de réduction par la stratégie adoptée dépend des capacités cognitives de la personne et en particulier de ses capacités, notamment, en l'occurrence ici il s'agit de l'affluence verbale, je ne rentre pas dans les détails, mais des capacités qui permettent d'être flexibles mentalement. Donc vous voyez un lien entre la flexibilité mentale des participants et la manière plus ou moins efficace dont ils utilisent des stratégies de régulation émotionnelle. Alors,
On avait parlé de cet aspect de régulation, donc le pôle régulatoire du fonctionnement cérébral qui est particulièrement perturbé euh, chez les personnes qui souffrent de troubles de la régulation. Eh bien, on trouve là dans cette étude qui fait un peu date, mais qui est un peu datée, mais néanmoins demeure très intéressante, une diminution, vous voyez comme ça va. Je vous ai montré tout à l'heure en fait de l'activité cérébrale essentiellement, mais ça ne dit rien sur l'intégrité du fonctionnement du cerveau. Ça dit simplement qu'il y a plus d'activité ou moins d'activité, mais ça ne veut pas dire que le système est particulièrement perturbé d'une manière ou d'une autre. Et notamment en ce qui concerne les quantités de neurones présentes. Eh bien, néanmoins, on trouve ici chez le joueur, vous voyez, ce qui corrobore encore un peu plus l'idée que les fumeurs, et en particulier les fumeurs qui ne parviennent pas à réguler leur consommation de tabac, présentent des désordres neuronaux dans les parties cérébrales qui sont impliquées dans l'autocontrôle. Et l'on retrouve cela dans des études plus récentes où on observe un lien direct entre la sévérité du tabagisme et le manque de connectivité cérébrale. Donc jusqu'à il y a une dizaine d'années, on regardait les régions un petit peu en isolation, en une à une, et puis depuis une dizaine d'années, on regarde les fonctionnements entre ces régions, et ce qu'on appelle donc les activités associatives entre régions, ou les aires associatives notamment qui lient les régions, les connexions entre les régions. Et on remarque effectivement chez les personnes qui souffrent de tabagisme une diminution de l'efficacité des associations entre les aires qui sont responsables de l'engagement de la motivation. On en avait déjà parlé, mais en l'occurrence ici on est sur des études d'une autre nature. Et donc, comment peut-on lier ce fonctionnement cérébral au psychotrauma ? Vous voyez ? Donc c'est un peu ça l'idée. Donc c'est finalement le fonctionnement cérébral comme médiateur de la relation entre le trauma et le tabagisme. Eh bien, on a des exemples assez précis là-dessus. On a d'abord d'importants travaux qui ont lié la compréhension du traumatisme au fonctionnement biologique. Donc lorsque les personnes souffrant d'un traumatisme se développent, eh bien, ils se développent d'une manière pas suffisamment intégrée dans les réseaux communicants, les différentes régions. Et donc, on peut trouver, pour explication de ces troubles cérébraux impliqués dans le risque addictif, le fait que le cerveau s'est assez peu développé sur ces propriétés-là en raison de perturbateurs de croissance ou de maturité cérébrale tels que les traumatismes infantiles. Et donc on trouve une similarité, si vous voulez, dans un premier temps, on commencerait comme ça, entre les traumatismes infantiles, les traces cérébrales des traumatismes infantiles et les troubles cérébraux observés chez les personnes souffrant d'addiction. Évidemment, est très très important et à chaque fois suppose alors la question de la poule et de l'œuf, donc qu'est-ce qui vient en premier ? Alors je vais passer ces parties très rapidement qui consistent non pas à regarder le stress et post-traumatique si vous voulez, ou en tout cas à regarder l'expérience infantile en elle-même, mais regarder toute expérience de vie qui peut donner lieu à vivre l'expérience de la mort, de soi-même, ou des blessures graves ou violentes infligées à soi-même ou à autrui. Et le fait que vous avez ça sur les diapositives, hein, que tous ces symptômes qui résulteraient de cela, hein, les souvenirs pénibles, récurrents, involontaires, envahissants de l'événement traumatique, etc., favoriseraient alors l'humeur négative, donc l'incapacité à éprouver du bonheur, de la satisfaction des sentiments affectueux. C'est dans la définition, lesquels augmenteraient alors le risque addictif en général, de psychopathologie, mais en particulier le risque de tabagisme, parce qu'au cœur, si vous voulez, alors, il y a d'une part les émotions négatives, évidemment, qui proviennent directement d'un épisode de stress post-traumatique, pas de doute là-dessus, mais il y a aussi, effectivement, cette fameuse notion de dissociation, hein, qui peut prendre différentes formes, notamment l'amnésie dissociative. Donc l'amnésie dissociative, l'impression que rien ne s'est passé, ou en tout cas la perte totale du souvenir lié aux événements.
Et puis vous avez d'autres types d'événements, bien sûr, que sont par exemple la dépersonnalisation, hein, donc le sentiment que la personne n'était pas réellement là au moment où les faits se sont produits, hein, qu'il s'agit d'une attaque à main armée ou d'un viol ou que sais-je. Et donc ces états là donnent lieu à des efforts pour éviter le traumatisme, les pensées, les sentiments pénibles, toute une symptomatologie que l'on retrouve, de l'hypervigilance, des problèmes de concentration, des réactions de sursaut exagérées. Donc là, on est sur une clinique un peu différente, on est sur une clinique du psychotrauma. Et cette clinique du psychotrauma, donc décrite, ne vais pas là-dessus, influence directement le risque tabagique. Voyez. Et donc une expérience du psychotrauma chez l'adulte et une augmentation de la consommation de tabac directement pour toute une série de raisons. Donc là encore, il y a une neuromachinerie relativement importante, donc, mais fondamentalement, le risque d'augmentation de la quantité tabagique est entre 2 et 5 fois supérieur lorsque la personne a vécu une expérience de stress post-traumatique. L'augmentation du taux de rechute est considérable également. Donc, vous voyez, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui souhaiterait arrêter de fumer. Donc là, d'y parvenir, s'il est aux prises avec toute cette symptomatologie addictive, traumatique, pardon, dont j'ai parlé. On observe des signes non ambigus de ces liens-là, notamment 3% des adolescentes interrogées après des catastrophes naturelles aux États-Unis ont vu leur quantité d'augmentation, une augmentation de leur consommation, des quantités de tabac consommé. Et par ailleurs, cette association était directement corrélée. Hein, donc, plus la tornade avait eu un effet puissant, plus les personnes étaient à risque de voir leur quantité de tabac augmenter. Des études ont indiqué aussi que les risques, le stress post-traumatique fait peser un risque sur la quantité de psychotropes de manière générale, mais incluant aussi cela. Et on a des études très récentes qui indiquent l'augmentation significative de la consommation de tabac, elle-même liée à des événements traumatiques, tels que notamment les personnes qui ont été exposées, donc ils ne sont évidemment pas décédées, mais qui ont été exposées aux attentats de World Trade Center, notamment à New York. Très nombreuses études de ce type. On trouve aussi chez des personnes qui ont subi des expériences de maltraitance, etc., comme je l'ai déjà indiqué, on trouve aussi on fait comme ça. On trouve aussi d'importantes surexpositions donc de la quantité de tabac chez ces personnes. Et on trouve aussi chez les personnes qui ont eu des traumatismes soit précoces, soit plus tardifs, qui correspondent au tableau clinique que j'ai brièvement présenté, une robustesse, une sévérité de l'addiction qui est plus élevée. Alors, c'est très intéressant le cas de l'expérience dissociative, car effectivement, le traumatisme est souvent lié à de la dissociation. Alors, la dissociation, qu'est-ce que c'est ? On a un peu parlé jusqu'à présent, mais je vais approfondir un peu cette question. Normalement, lorsqu'il apparaît une expérience, cette expérience est intégrée dans la conscience, dans la mémoire, dans le sentiment identitaire, on lui donne une certaine signification, et en fait, on peut dire qu'elle est absorbée par l'expérience de vie. Dans certains cas, elle ne l'est pas, elle est mise à part. Hein. Elle est véritablement mise à part, dissociée, si vous voulez, de l'expérience de vie. Et certains mécanismes ne trompent pas, comme l'amnésie de ce qui s'est produit, les troubles de l'identité, ce n'était pas moi mais quelqu'un d'autre, les troubles de la dépersonnalisation, je me voyais de l'extérieur en train de subir telle et telle chose, le sentiment de détachement, l'impression d'être l'observateur de son comportement. Alors, on trouve cela directement en lien avec la capacité à identifier ses émotions, une fois un peu plus tard, si vous voulez. Hein. Donc on trouve que des personnes qui ont été en situation traumatique, mais qui ont en plus vécu des expériences dissociatives, sont elles-mêmes beaucoup plus exposées au risque de ne pas pouvoir correctement identifier leurs émotions et répondre ainsi à je ne vois pas très clairement dans mes émotions, j'ai du mal à trouver les mots qui correspondent à ce que je ressens. Donc des gens qui, toute évidence, essaient de faire des efforts, si vous voulez, cognitifs
pour identifier les émotions, mais sans y parvenir. Alors, ce facteur-là, hein, alexithymique, donc cette difficulté, si vous voulez, à mettre des mots, à identifier correctement ces émotions, augmente considérablement le désir de consommer chez des personnes qui sont à un moment donné en situation de difficulté. Donc il y a un lien, si vous voulez, entre l'alexithymie et de manière générale la phénoménologie de l'addiction, par le fait que désigner correctement ces émotions semble en partie une des réponses utiles pour en réduire l'impact. Voyez. Or, chez les personnes ayant subi des traumatismes, cette capacité étant réduite, le risque est beaucoup plus élevé de ce point de vue. Et donc on trouve dès lors des structures cérébrales qui sont incroyablement impliquées dans le risque addictif et qui se trouvent en prédominance, si vous voulez, de manière prédominante en action et elles-mêmes qui génèrent du désir de consommer, mais aussi qui réduit par leurs différentes associations avec d'autres régions la capacité de réguler cela. Donc le lien entre l'alexithymie, donc la capacité à identifier correctement ses émotions, le désir de consommer et le craving est relativement puissant et fort. Et à un point que différentes études plutôt récentes ont directement montré que la manière dont les individus réagissent à une situation, par exemple la vue d'un paquet de cigarettes ou de tabac après quelques heures d'abstinence à l'égard de cela, donc le désir qu'ils éprouvent à consommer est directement lié à leur capacité à désigner leurs émotions, mais que cela est directement médié par des structures cérébrales qui sont impliquées dans la proprioception. On ne rentre pas trop dans les détails de cela, mais c'est pour vous dire que ce lien entre traumatisme, alexithymie et addiction peut être en partie reflété par une association forte entre les capacités, le manque de capacité émotionnelle des personnes souffrant d'alexithymie et le fait qu'ils se sentent brutalement envahis d'un désir de consommer, lesquels reflètent des désordres neurocognitifs. Donc vous voyez, le tableau se complète bien. Et par ailleurs, les symptômes dissociatifs, tels qu'évoqués précédemment en lien avec des traumatismes, sont directement associés à des activités cérébrales, lesquelles sont impliquées dans la capacité de la personne à réguler des émotions. Et d'ailleurs, la question qui se pose, c'est finalement, chez ces personnes qui ont vécu des expériences traumatiques à l'âge adulte ou à l'âge enfant, observe-t-on finalement qu'ils fonctionnent davantage en pilotage automatique, en mode zombie, si vous voulez, par rapport à d'autres, en raison de ce pôle de fonctionnement dissociatif surreprésenté dans cette population. Et quel est le lien entre ce mode zombie et le risque addictif ? Voilà la question qui peut être posée. Alors il y a beaucoup de manières de discuter cette question, hein. C'est une discussion absolument passionnante, hein, me semble-t-il. Mais l'une des manières de faire, c'est de montrer que le mode entre guillemets dit zombie, donc théorie du zombie, c'est que le mode dit zombie est favorisé dans des situations qui sont des situations de stress aigu, de stress chronique, mais aussi dans des situations qui sont des situations de faiblesse du système exécutif. Donc là, on a des études relativement indiscutables sur ce point. Et dans une étude récente, il s'agit d'un questionnaire que nous avons adapté en français, mais qui était prévu au départ pour être en anglais, on observe plusieurs choses. Donc dans ces questionnaires, on demande donc aux personnes, ça viendra juste un peu après si vous voulez, on va le voir peut-être ici,
Oui, voilà. Dans ce questionnaire, on demande aux personnes, en fait, s'ils sont beaucoup guidés par des automatismes, par des habitudes surapprises et des choses comme ça. Et non seulement on trouve que les personnes qui ont eu des difficultés infantiles euh, faibles ou sévères manifestent un degré d'automatisation lorsque ces difficultés sont modérées à sévères, un degré d'automatisation bien plus important de leur comportement, donc fonctionne beaucoup moins dans un mode, si vous voulez, dans un mode adaptatif, hein, d'un certain point de vue. Alors en l'occurrence ici, je me réfère à des théories qui sont des théories qui tentent d'évaluer l'impact du fait que l'impact d'une dégradation d'un renforçateur. Ça veut dire que vous obtenez une certaine quantité de plaisir ou une certaine quantité de soulagement du déplaisir en relation à une certaine action. Et puis à un moment donné, en réaction à cette action, vous éprouvez de moins en moins ce plaisir et il en résulte normalement que votre comportement sera modifié. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des comportements orientés vers un but. Bon, eh bien, force est de constater que chez l'animal, du moins, tout du moins, eh bien, le fait de pratiquer le comportement très longtemps et le fait de le faire en lien avec la délivrance de nicotine finit par réduire, si vous voulez, la sensibilité à la dévaluation du renforçateur. Ça veut dire que l'animal va continuer à agir pour obtenir de la délivrance de nicotine, alors même que cette délivrance de nicotine a disparu, ou bien, enfin que l'effet nicotine a disparu, ou bien que l'effet nicotine a été remplacé par un effet choc électrique, par exemple. Voyez. Et donc, c'est très intéressant parce que cela pourrait être lié directement à la manière dont les fumeurs parviennent difficilement à expliquer les raisons pour lesquelles est-ce qu'ils éprouvent en relation avec leur activité de fumeur, en particulier parce qu'ils sont eux-mêmes guidés par des automatismes. La question est de savoir si le fait d'être guidé par des automatismes est favorisé chez les personnes ayant subi des traumatismes de différentes natures en raison des troubles neuronaux subis par ces personnes, qui atteignent des parties du cerveau qui sont normalement impliquées dans le fait de permettre à des comportements de s'adapter à des baisses de renforçateurs. C'est en fait l'idée principale. Et ce qu'on observe clairement, c'est qu'on retrouve davantage de conduites automatiques, donc des conduites qui ne sont pas soutenues par l'attente d'un résultat donné, chez les personnes qui ont manifesté par le passé des expériences de négligence ou de maltraitance infantile. Alors, une fois qu'on dit ça, on peut terminer en se posant des questions de l'implication de ces informations sur la notion de trauma psychologique tel qu'observé chez les fumeurs en surabondance. Alors, toute une série de théories, une série de pratiques pour ceux qui sont intéressés par ces questions cliniques. La littérature est relativement bien développée. La psychanalyse, l'hypnose, les thérapies cognitivo-comportementales, la thérapie par EMDR, hein, donc par désensibilisation des états émotionnels liés à des situations remémorées, notamment en faisant bouger de gauche à droite les yeux, donc vous trouverez ça, etc. Ce sont des interventions qui ont pour effet de tenter de réduire la prédominance des expériences traumatiques sur le choix et plus généralement le choix, l'action et plus généralement le fonctionnement de la personne affligée par cela. Et donc il y a, si vous voulez, beaucoup de thérapies qui montrent de l'efficacité, et cette efficacité est particulièrement compatible avec l'idée que derrière un tabagisme long, récurrent, installé, que l'individu ne parvient pas à résoudre, il y a une problématique traumatique qui peut être et doit être considérée. Et que cette définition-là n'exclut pas l'intérêt de l'étude de l'organe cerveau,
car ces modifications, l'impact des traumatismes infantiles et traumatiques ont aussi impacté le fonctionnement du cerveau, lequel agit alors comme médiateur de la relation entre trauma et tabagisme. En conclusion, je dirais que lorsque les événements de vie débordent les capacités de régulation de la personne, cela favorise le maintien et le développement du tabagisme. On peut dire de ce point de vue que le tabagisme est un outil de régulation émotionnelle dont l'automaticité ne tarde pas à s'imposer, à soutenir les comportements, et en particulier chez les personnes traumatisées, parce que ça participe à la stratégie de désubjectivation de leur vie. L'arrêt tabagique suppose le passage d'un mode désubjectivisé à un mode plus subjectivisé, ce qui n'est pas simple, ce qui augmente la tension, ce qui augmente, je dirais, l'incertitude, dans le sens où l'individu va devoir compter sur le développement de nouveaux outils à inclure dans son répertoire de stratégies pour résoudre les difficultés psychologiques ressenties au quotidien. Et que la clinique du tabagisme est d'autant plus compliquée à appréhender qu'elle renvoie à des moments traumatiques qui sont des moments traumatiques extrêmement anciens, dont les effets sont très chroniques, très installés et très difficiles à modifier en dépit des progrès que nous faisons année après année dans la gestion de cette question. Voilà, ceci termine donc la deuxième partie de ce travail portant sur le tabagisme, les risques et les traitements liés au tabagisme, et en particulier ici les liens entre tabagisme et psychotrauma.